E adesso veniamo alla relazione del nostro socio straniero, professor Jean-Pierre Changé. La scelta di affidare al professor Changé il discorso ufficiale di questa giornata risponde a tre ragioni importanti. Prima di tutto il suo indiscusso prestigio a livello internazionale, la sua grande competenza sia in ambito scientifico che artistico e infine anche un riconoscimento formale alla collaborazione attiva e fruttuosa tra il nostro istituto e delle preziose istituzioni francesi, preziosi per la cultura in Francia, per la cultura europea e anche per la cultura italiana. Sono già state citate nella lettera dell'ambasciatore l'Istituto National Patrimoine, l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, l'École du Louvre, l'École Normale Supérieure. Jean-Pierre Changé è professore ordinario onorario al Collège de France e all'Istitut Pasteur, scienziato di grandissimo prestigio. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti ed è socio di molte accademie. E il suo paese, meritatamente, gli ha attribuito la Grand Croix dall'Ordre National du Mérite e 5 anni fa il titolo di Grand Officier dall'Ordre della Légion d'Honneur. Allora, nous le remercions beaucoup, monsieur le professeur, pour avoir accepté notre invitation. Et s'il vous plaît, c'est à vous. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France, chers confrères, chères consoeurs, chers amis, je suis très honoré d'être parmi vous pour célébrer ce 200e anniversaire et je dois dire que je me sens très humble après la présentation de cette fondation de l'Institut, car je ne suis représentant que des sciences biologiques. Mais mon exposé tentera de faire une synthèse entre les sciences et les arts qui ont été créés par Napoléon Ier pour réunir aussi les lettres. Donc, le titre de mon exposé qui réunit donc les sciences et les arts sera La beauté dans le cerveau pour une neuroscience de l'art. Je tiens à vous dire que c'est d'abord un projet scientifique plutôt que la description d'une science de l'art qui reste à faire. Donc je serai un petit peu dans l'esprit de la fondation de l'Institut par Napoléon, en ce sens que c'est plutôt vers l'avenir que nous nous projetons et c'est dans cet esprit que je vous demande de recevoir cet exposé, c'est-à-dire un projet pour l'avenir. Et d'abord essayer de définir entre nous qu'est-ce que le beau. Eh bien, je dois dire que ce concept de beau a été souvent critiqué comme une illusion du passé et n'ayant d'intérêt que rétrospectif. Dans un dialogue avec Pierre Rosimbert, je posais la question « Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est une œuvre d'art ?» Et Pierre Rosimbert n'hésitait pas à répondre « Le problème est sans solution, pour moi, le miracle est entier. » Claude Lévi-Strauss, néanmoins, nous propose que l'art s'insère à mi-chemin entre la connaissance scientifique et la pensée mythique ou magique, donc donne un espoir de répondre à la question que j'ai posée. Pour moi, l'œuvre d'art est d'abord une production cérébrale du cerveau, donc, de l'homme, un artifice, pour employer le terme d'Ignace Meyerson, spécialisé dans la communication intersubjective et qui fait appel à des formes symboliques. Et cette œuvre d'art, donc cette production cérébrale engagée dans la communication intersubjective, est distincte du langage. C'est d'abord une communication d'état émotionnel, de connaissance, d'expérience, mais qui est quand même soumise à des contraintes qui sont celles des règles de l'art et que je présenterai dans la deuxième partie de mon exposé. Chaque œuvre d'art est achevée, complète, comme un monde en soi, nous dit Ignace Meyerson, et elle possède une unicité d'existence, selon les termes de Walter Benjamin. Il faut donc essayer de la définir plus avant, et pour Catherine Millet,
les œuvres d'art restent des objets spécifiques, je pense que c'est une définition que j'accepte, qui s'ajoutent au monde et dont la fonction essentielle consiste désormais à mettre à jour, à déplacer ce fond d'humanité que la religion ne prend plus en charge et que la science ne peut envisager. C'est une définition de l'œuvre d'art qui se caractérise aussi, ça c'est pour moi un aspect essentiel, par une efficacité esthétique brutale, immédiate, sidérante, ce sont les termes du philosophe Michel Onfray, qui engage les émotions et la raison et qui mobilise des processus qui sont à la fois conscients et non conscients. L'art n'est pas figé, il est en évolution constante, il y a une histoire de l'art, l'art se renouvelle de manière incessante, mais la question qui se pose, c'est peut-on définir, comme dans le cas de la science, un progrès de l'art? C'est une question que je pose et nous verrons par la suite si on peut répondre par l'affirmative ou pas. Toujours est-il que l'art se renouvelle en permanence. Il a donc une histoire. Et je mentionnerai dans cette définition de l'art un certain nombre d'œuvres. Évidemment, de Venise, vous reconnaissez tout de suite un autoportrait de Titien de la fin de sa vie, et aussi son chef-d'œuvre pour moi, tout à fait à la fin de sa vie, qui est en face de nous. Et pour, malheureusement, la reproduction n'est pas très fidèle, une œuvre très contemporaine qui fait la transition entre justement ces chefs-d'œuvre vénitiens du passé et l'art d'aujourd'hui, cette œuvre de Soulages, où il nous donne une définition lui-même. Qu'est-ce qu'une peinture? Une peinture est une organisation, un ensemble de relations entre formes sur lesquelles viennent se faire et se défaire des sens qu'on lui prête. Donc, essayons de poursuivre notre entreprise en commençant par le début. Si nous disons que l'œuvre d'art est une production du cerveau de l'homme, essayons d'abord de définir ce qu'est le cerveau de l'homme. Bien, vous voyez ici, reproduit de manière anatomique, c'était au XIXe siècle par Leray et Gratiolet, mais les images que nous avons aujourd'hui sur l'anatomie globale du cerveau sont pratiquement les mêmes, sauf que nous savons maintenant que ce cerveau est constitué de cellules, des neurones, environ 10 à 30 milliards, certainement plus, et que ces cellules nerveuses possèdent une propriété exceptionnelle d'être interconnectées les unes avec les autres par des contacts, je reviendrai dessus, synaptiques, et il y a environ 1 million de milliards de contacts synaptiques dans le cortex cérébral. Si vous combinez ces cellules nerveuses entre elles via ces contacts synaptiques, vous arrivez à un nombre de combinaisons qui est astronomique, en ce sens qu'il est très proche du nombre total de particules chargées positivement dans l'univers. Donc nous avons affaire à un objet d'une extraordinaire complexité, et je dirais même qu'il est plus complexe encore que cela, car ces contacts ne sont pas discrets mais gradués, et donc que l'on peut dire qu'il n'y a pas de limite au nombre de combinaisons que notre cerveau est capable de produire. C'est souvent une idée qui est posée, une question qui est posée, de savoir si un objet tel que ce cerveau que nous avons dans la tête est capable de produire ces tableaux de Titien ou cette œuvre de Soulages. Et la réponse est « pourquoi pas ?» Et vous avez ici une image de ces cellules nerveuses, ces neurones avec leurs dendrites et leurs axones, qui se combinent entre eux et qui entrent en contact au niveau de structures spécialisées que vous voyez ici, que l'on appelle des synapses. Parce que ce réseau nerveux est discontinu. Et Camillo Golgi, qui a inventé cette technique qui a permis la coloration des cellules nerveuses, proposait que ce réseau était continu. Malheureusement, il était dans l'erreur. Et pourquoi le proposait-il? Parce qu'il pensait que l'esprit circulerait beaucoup plus facilement si d'une cellule à l'autre on pouvait y passer d'une manière continue. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le réseau nerveux est discontinu. Ces cellules sont juxtaposées les unes aux autres. Et vous voyez ici la synapse qui est
la structure au microscope électronique qui montre, ça c'est à peu près la taille d'une bactérie, la discontinuité entre cellules nerveuses. Alors évidemment, ça pose un problème de communication. Parce qu'un cerveau, ce n'est pas simplement de l'anatomie des cellules, mais évidemment, c'est de l'activité des signaux qui circulent dans ce cerveau. Et ces signaux sont des signaux électriques, que vous voyez ici, qui se propagent à une vitesse qui est inférieure à la vitesse du son. Et quand ils arrivent au contact entre cellules nerveuses, eh bien, il y a de la chimie qui prend le relais de l'activité électrique. Et c'est des neurotransmetteurs qui interviennent dans la communication entre cellules, et ces neurotransmetteurs qui sont libérés lorsque l'afflux nerveux arrive dans la terminaison vont agir sur des récepteurs dont on connaît la structure. Alors ça peut vous paraître sans intérêt ou un intérêt purement intellectuel, pas du tout. Lorsque le soir vous essayez de dormir parce que vous n'arrivez pas à dormir et que vous prenez un somnifère, où est-ce que ces somnifères agissent? Sur des récepteurs. Lorsque vous êtes un peu angoissé et que vous prenez un tranquillisant, où est-ce que ces tranquillisants agissent? Sur un récepteur de neurotransmetteurs. Et lorsque on vous fait une opération chirurgicale, qu'on ouvre votre paroi intestinale, eh bien évidemment, au temps de Napoléon, ça se faisait sans anesthésie générale. Eh bien, la science a quand même progressé depuis cette époque. Et où agissent les anesthésiques généraux qui vous permettent justement d'être opéré sans souffrir de trop? Eh bien, c'est au niveau de récepteurs. Donc, vous voyez l'importance de cette chimie du cerveau. On ne peut pas l'oublier. Quand on regarde une œuvre d'art, j'y reviendrai, eh bien, tout ça passe par de la chimie dans notre machine cérébrale constituée par ces neurones dont je vous ai parlé. Et alors, par-dessus le marché, vous pouvez me dire, mais le peintre, il produit ses œuvres spontanément à partir de son cerveau, sans nécessairement être stimulé. On va lui faire des commandes, mais cette activité créatrice, elle vient du cerveau, parce qu'il y a une activité électrique spontanée dans notre cerveau. Et vous voyez ici l'activité spontanée des cellules nerveuses, qui est d'origine purement physico-chimique. D'où l'idée que, suivant Bachelard, non seulement pour la chimie, mais aussi pour la neuroscience, nous sommes au fond dans un contexte que l'on peut appeler un matérialisme instruit, c'est-à-dire qu'au fond, toutes ces opérations les plus élevées effectuées par notre cerveau, au fond, se construisent à partir de réactions physico-chimiques. Et cela soulève une question quand même. Pour arriver à produire ces magnifiques œuvres, dont j'en ai montré quelques exemplaires, il faut bien quand même que ce cerveau soit organisé lui-même. Ce n'est pas simplement un sac de cellules nerveuses qui sont jetées là au hasard. Il faut que ces cellules nerveuses s'organisent entre elles pour pouvoir arriver à ce niveau d'excellence que sont les œuvres d'art. Eh bien, il faut faire intervenir une autre dimension qui est celle de l'évolution des espèces. C'est-à-dire que le cerveau de l'homme n'est pas apparu un jour sur Terre à une date fixe. Bon, il est apparu progressivement à partir d'ancêtres, des singes, des mammifères supérieurs, et voilà ici l'Homo habilis, qui est un ancêtre de l'homme qui a existé il y a entre 2 et 4 millions d'années. Et vous voyez que de l'Homo habilis à l'Homo sapiens, il y a une complexification du cerveau qui se produit. Donc notre cerveau est déjà, au départ, le produit de l'évolution biologique, qui est évidemment une évolution génétique. C'est le génome qui a évolué. Et il y a évidemment autre chose qui intervient, c'est que notre cerveau n'apparaît pas adulte lorsque nous naissons. Donc il se construit. Et lors de sa construction, je reviendrai sur ce point parce que c'est très important, il y a une interaction avec le monde extérieur, il y a une épigénèse qui intervient dans la relation entre l'enveloppe génétique de notre génome et l'environnement. Il y a des phases essentielles d'apprentissage à des échelles qui vont du jour de l'année. Et puis il y a la dynamique de notre pensée. Quand vous regardez ce cliché, quand vous m'entendez, ce sont des activités qui passent dans votre cerveau, des activités électriques évidemment.
et chimique. Et il y a une dynamique de votre fonctionnement cérébral. Et évidemment, on peut là aussi voir une évolution, parce que vous ne réagissez certainement pas nécessairement de manière positive lorsque je vous parle. Vous me dites « Ah, il nous raconte des histoires, ce monsieur changeux ». Eh bien, vous vous interrogez, vous vous posez des questions. Et donc, il y a une dynamique interactive qui se produit dans votre cerveau, une autre évolution plus rapide, évidemment, dans l'ordre de la centaine de millisecondes, qui sont les temps psychologiques, qui sont les temps de vos clignements d'œil, d'orientation de vos yeux, lorsque vous regardez un tableau. Et il y a évidemment à rajouter, internaliser dans notre cerveau, ce qui fait que vous avez une connaissance, un savoir, vous parlez une langue, il y a une évolution sociale et culturelle qui est évidemment produite par le cerveau des hommes, mais aussi qui est stabilisée par des artefacts dont j'ai parlé, qui sont aussi bien des œuvres inscrites dans les livres que dans les œuvres d'art, ou maintenant dans les réseaux d'ordinateurs. Donc une autre évolution s'ajoute à la précédente, et l'idée donc est que, au fond, non seulement notre cerveau est constitué de cellules nerveuses, avec ces réseaux et cette chimie, mais aussi, évidemment, il y a des mémoires qui s'installent à l'intérieur de ce réseau et qui font que, au fond, notre cerveau d'adulte est la synthèse de toutes ces évolutions emboîtées les unes dans les autres. Alors, je vais progressivement, en quelques étapes, vous préciser ce que je viens de dire. D'abord, l'évolution du cerveau, les gènes. On peut revenir à l'Homo habilis que j'ai introduit tout à l'heure, qui vivait il y a 2,5 millions d'années. Il a un cerveau d'environ 6 à 700 cm3. Il a déjà une culture. C'est-à-dire que la culture n'est pas liée à Homo sapiens, que nous sommes. Elle existe avant. Et ce sont les premiers outils de pierre qu'on trouve ici en Éthiopie. Et il y a ensuite une étape suivante, c'est un autre ancêtre, c'est Homo erectus, et il vivait il y a environ 1,5 million d'années. Il a suivi Homo sapiens. Son cerveau est plus important, 800 cm3. Et qu'est-ce qu'il découvre? Pas simplement le fait de construire des outils, mais il découvre la symétrie. Vous voyez ici le premier outil biface symétrique. C'est déjà un premier goût pour l'art. Et ça, ce n'est pas l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est un ancêtre qui a disparu, qui est génétiquement différent de l'Homo sapiens. Puis il y a la découverte de la religion, l'invention de la religion et les offrandes funéraires. Ces premières offrandes funéraires, ici, ont été trouvées dans la veine sépulcrale en Espagne, où ces pierres taillées étaient disposées comme des offrandes sur les squelettes qui s'y trouvaient, comme vous le voyez peut-être en bas. Donc, il y a, avant même l'Homo sapiens lui-même, qui arrive, environ 100 000 ans. C'est très récent, comparé à cette histoire que je vous ai présentée. 100 000 ans, c'est très proche. Il n'y a que quelques générations qui nous séparent de la transition entre l'Homo heidelbergensis et l'Homo sapiens sapiens. Le cerveau a atteint la taille qui est la nôtre, 1,4 litres ou 1400 cm3. Et vous voyez déjà que l'histoire de l'art a commencé. Non seulement elle a commencé, mais elle est déjà magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Vous voyez la grotte Chauvet, ou les reproductions de la grotte Chauvet, vous avez déjà des œuvres qui sont parfaites sur le plan de la ligne. La dynamique même du mouvement y est déjà reproduite. Donc, vous accédez très précocement, il y a 30 000 ans, à l'histoire de l'art. C'est pour ça que je disais, question posée, est-ce qu'il y a un progrès en l'histoire de l'art? Je pense que nous avons déjà des œuvres d'art en pleine existence dès cette époque-là. Et évidemment, le cerveau de l'homme, à cette époque,
est assez différent du cerveau d'Homo habilis, avec surtout une expansion du cortex cérébral et une expansion de cette partie antérieure de notre cerveau. Si vous regardez un singe les yeux dans les yeux ou un chimpanzé, vous vous rendrez compte qu'il a le cerveau vraiment très très bas. Enfin, il a le front bas, très très bas. Et il n'a pratiquement pas de front, alors que nous avons un front. Eh bien, ce développement du front correspond au développement de ce que l'on appelle le cortex frontal, je reviendrai dessus. Et d'autre part, il est évident que nous avons une asymétrie entre hémisphères, droite-gauche, vous le savez tous. L'hémisphère gauche, caricaturé, l'hémisphère du langage, l'hémisphère droit, l'hémisphère de la création, de la sensibilité, des émotions, de l'art. C'est très schématique, mais il y a cette différence. Donc, il y a eu, au cours de cette histoire génétique, depuis les ancêtres de l'homme jusqu'à l'Homo sapiens, une évolution génétique qui s'est produite, donc au niveau du génome, et en même temps un changement de l'organisation du cerveau qui a permis à ces premiers Homo sapiens de faire ces œuvres d'art. Et pour le biologiste moléculaire que je suis, et nous en avons dans la salle, je pense à mon ami Cesare Montecucco, qui j'ai beaucoup d'admiration, et bien d'autres, je soumets ce problème, M. Carafoli, qui était là tout à l'heure, qui est là, j'imagine encore, c'est que si on passe du ver, la mouche, à la souris ou l'homme, il y a un accroissement du nombre de gènes. Si vous regardez le nombre de gènes chez la souris et le nombre de gènes chez l'homme, c'est le même. Il y a peut-être même une petite diminution du nombre de gènes de la souris à l'homme. Alors évidemment, ça pose un problème. Comment se fait-il que, ayant un même nombre de gènes, il ait pu y avoir cette évolution génétique? Bien, je pense que pour les biologistes moléculaires, il est évident que cette évolution s'est faite avec des petits changements au cours du développement qui ont pu affecter le développement du cerveau et par exemple l'expansion du cortex en général. Il suffit d'avoir 2 ou 3 divisions de plus des précurseurs des cellules nerveuses et puis l'expansion du cortex cérébral, des changements de territoire. Bref, on peut imaginer, mais il reste à le faire, c'est un vrai problème pour la biologie moléculaire que de comprendre comment cette évolution du cerveau, qui est une évolution génétique, a pu se produire, mais elle s'est produite, et qui a conduit de l'Homo habilis à l'Homo sapiens. L'idée que nous avons, c'est qu'en fait, il y a des interactions entre gènes, qu'il n'y a pas une relation d'un gène à une fonction. Il n'y a pas le gène de l'histoire de l'art, il n'y a pas le gène de l'intelligence, il n'y a pas le gène des mathématiques, tout ça c'est un langage populaire, mais ça n'est pas la réalité. En tant que généticien, nous avons à comprendre comment ces gènes interagissant entre eux ont réussi à donner cet accroissement de complexité qui caractérise le génome humain. Donc, évolution génétique qui a permis donc le développement d'un cerveau qui crée l'œuvre d'art. Et puis, il y a un autre aspect, justement, dans cette relation entre gènes et organisation cérébrale, c'est ce que j'ai déjà introduit sous le terme d'épigénèse. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, vous devez vous rendre compte que le cerveau du nouveau-né a une masse qui est 5 fois, c'est là, le cerveau du nouveau-né, ici, sa masse est 5 fois inférieure à celle du cerveau adulte. C'est-à-dire que de la naissance à l'âge adulte, le cerveau augmente de taille 5 fois. D'autre part, le cerveau de l'homme ne se construit pas comme nos industriels construisent des ordinateurs. C'est-à-dire, on met des circuits imprimés, on les lie entre eux par quelques soudures, et puis ça fait un ordinateur. Non, c'est pas du tout ça. Le cerveau du nouveau-né, il va non seulement s'accroître en taille, mais les neurones vont pousser leur arborisation,
et le réseau va se construire progressivement. Vous voyez, ce réseau dont j'ai souligné l'extraordinaire complexité tout à l'heure, eh bien ce réseau, il va progressivement, au cours du développement, vous avez ici 3 mois, 15 mois, 24 mois, vous voyez l'extraordinaire prolifération des contacts synaptiques. C'est que notre cerveau se construit après la naissance. Il commence à se construire, bien entendu, avant la naissance, mais il se poursuit après la naissance. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, qui permet aussi d'avoir une solution à ce paradoxe d'une évolution génétique modeste par rapport à la complexité du cerveau. C'est-à-dire que l'enveloppe génétique va donner les grandes lignes du développement, et voilà par exemple entre deux ensembles de cellules nerveuses, mais au fur et à mesure que ces connexions vont s'établir, il va y avoir des phases transitoires qui vont s'enchaîner les unes dans les autres. Et ça, c'est le modèle que j'ai proposé avec Antoine Danchin, où à chaque étape, il y a une espèce de tête chercheuse, vous voyez, ces terminaisons nerveuses vont aller rechercher leur cible, il va y avoir une sorte d'exubérance de connexion, et puis ensuite une sélection. Vous voyez, une espèce d'évolution darwinienne qui se produit dans notre cerveau, et au cours de cette évolution, évidemment, l'activité nerveuse ici va être absolument critique pour créer cette sélection. D'où l'idée que j'avais proposée il y a bien des années dans l'homme neuronal, apprendre c'est éliminer. Alors je dois dire que ça n'a pas été apprécié par tout le monde, parce que beaucoup de personnes m'ont critiqué en disant mais comment vous pouvez pouvoir acquérir des connaissances en éliminant des synapses? Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette élimination a lieu pendant l'accroissement des connexions, et que si vous regardez ce qui se passe au total, il va y avoir un accroissement avec des élagages qui vont se produire tout le long de cette évolution. Vous voyez, ce n'est pas du tout la manière dont on construit un ordinateur. Les ordinateurs, il faudrait faire un ordinateur qui s'auto-construise et qui est une histoire. Il n'y a pas d'histoire, un ordinateur, sinon celle d'être entre les mains de personnes qui vont simplement assembler les éléments. Donc il y a un stockage d'informations par sélection qui va se produire. Et il y a évidemment de nombreux faits qui viennent confirmer ce point sur le plan scientifique. Ça, c'est pas simplement une théorie, mais il y a quand même beaucoup de faits qui le confirment. Et alors vous voyez ici, comparé toujours entre la souris et l'homme, ce qui se passe, c'est que l'évolution après la naissance chez le rat ou la souris est très rapide, c'est-à-dire que la mise en place des connexions est très rapide. Regardez ce qui se passe chez l'homme, elle est extrêmement longue. Et vous voyez que ici, c'est une échelle logarithmique, nous sommes à l'adolescence, à 15 ans, et puis ici, bon, c'est une étape inéluctable. Vous voyez que cette évolution, ici, va durer jusqu'à la puberté, entre 13 et 15 ans. Et vous voyez aussi, pour appuyer ce que je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une chute du nombre de synapses qui se produit. Parce que là, c'est le nombre total de synapses. Donc il y a bien une élimination synaptique qui va se manifester globalement par une réduction du nombre de connexions dans notre cerveau. Alors là, il faut réfléchir quand même à une chose. C'est que l'homme, quand il est apparu sur Terre, il vivait à peu près 30 ans. Et pour construire un cerveau humain, il faut 15 ans. C'est-à-dire que l'évolution darwinienne a sélectionné un organisme qui passe la moitié de son temps à construire son cerveau. C'est quand même assez remarquable. Et effectivement, c'est qu'une fois que le cerveau a été construit, il est extraordinairement efficace par rapport à celui de la souris, du singe, ou même des ancêtres qui ont précédé l'Homo sapiens. Donc vous voyez l'importance de cette période d'apprentissage qui est évidemment associée à la production et à l'internalisation de quoi? De la culture. L'existence même
du culturel est lié à cette évolution postnatale. C'est pendant cette période-là que le langage parlé s'apprend, que le langage écrit s'apprend, que les règles morales, que les systèmes symboliques s'apprennent. Et vous voyez donc l'importance évidemment de cette phase dans l'éducation qui va contribuer à la construction de notre cerveau et entre autres, pourquoi pas, l'éducation pour l'écriture. Et vous voyez que l'acquisition de l'écriture laisse des traces dans le cerveau, des circuits culturels que l'on peut voir ici par imagerie cérébrale. Vous voyez que ici, au niveau du cortex préfrontal, il y a une différence majeure entre le cerveau d'un sujet qui sait lire et d'un sujet qui ne sait pas lire. Il y a des différences anatomiques, et il y en a d'autres récemment qui ont été trouvées par Stanislas Dehaene, qui montrent que la connectivité d'un cerveau qui a acquis l'écriture diffère de celui qui n'a pas acquis l'écriture. Et je pense que c'est vrai pour l'histoire de l'art et pour la création artistique, et que cette période de maturation postnatale joue un rôle absolument critique, non seulement pour l'internalisation des traces culturelles, mais aussi, bien entendu, des systèmes symboliques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ici, ce sacrifice de Paetus, que vous connaissez tous puisque vous êtes familiers avec l'histoire gréco-romaine, qui est une tradition que l'on retrouve dans la tradition occidentale en Italie, en France, en Europe occidentale, qui est liée à la culture gréco-romaine, et que vous pouvez donc interpréter dans ce contexte, comme d'autres tableaux, comme ce dernier tableau que j'ai montré de Titien, qui se trouve de l'autre côté, s'interprète dans la tradition chrétienne et même catholique. Donc vous voyez qu'il y a un rôle critique de cette évolution postnatale, épigénétique, dans l'acquisition des traces culturelles qui restent fondamentales dans la création et dans la création artistique en particulier. Alors maintenant, nous avons construit un cerveau, pardonnez-moi, j'étais un peu vite. Je n'ai pas mis 15 ans pour le construire, mais je voulais esquisser très brièvement ce qui pouvait se passer. Alors qu'est-ce que voir? Bon, on part de l'œuvre d'art, qui est une distribution de lignes de couleurs et une réflexion différentielle de longueur d'onde, qui passe évidemment à travers la rétine. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la rétine? Eh bien, il se passe des transitions moléculaires, et vous voyez ici les molécules qui interviennent, qui sont les récepteurs visuels, et il y a des transitions moléculaires qui se passent. Peut-être que vous n'avez jamais réfléchi que quand vous regardez un tableau du Titien, tout passe par votre rétine, et tout passe par des mécanismes moléculaires dans votre rétine. Vous ne pourriez pas voir ce tableau du Titien si vous n'aviez pas ces récepteurs qui fonctionnent dans votre rétine, purement et simplement. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des lésions de certains de ces récepteurs rétiniens qui donnent le daltonisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains de ces récepteurs qui interviennent dans la perception de la couleur sont altérés, et donc le daltonien ne perçoit pas la couleur par un déficit génétique lié à ces récepteurs rétiniens. Donc, il faut accepter cette idée. Elle est peut-être triste à constater, mais pour vraiment apprécier une œuvre d'art aussi belle qu'une œuvre du Titien, même la dernière de ses œuvres, eh bien, tout ça passe par des processus physico-chimiques dans notre rétine, pour commencer. Évidemment, ça se poursuit. Il y a ensuite un traitement de ces signaux qui viennent de la rétine au niveau de notre cortex visuel. Et puis, il y a toute une série de voies. Là, c'est un cerveau de singe, parce que ça a été très étudié sur ce plan chez le singe, mais évidemment, ils existent chez l'homme, avec des cellules nerveuses qui interviennent dans la perception du mouvement, de la profondeur, de l'organisation spatiale, la ségrégation du fond de la figure, ou bien d'abord la reconnaissance de ce que c'est, des visages qu'il y a dans cette magnifique Pietà, des figures, des couleurs, qui sont celles du Titien, et évidemment une synthèse qui va se reproduire, et ce sera évidemment un point critique dans quelques minutes sur la perception de l'œuvre d'art,
et une synthèse donc qui va être se produire au niveau de quoi? De ce cortex frontal dont j'ai parlé déjà tout à l'heure et qui caractérise l'Homo sapiens. Donc il y a une analyse de bas en haut de l'image rétinienne par ces multiples voies visuelles, et puis on peut évidemment enregistrer des cellules nerveuses. Là encore une fois, ces enregistrements ont été faits chez le singe parce que c'est un système expérimental plus accessible, mais ces résultats ont été bien entendu confirmés chez l'homme. Et vous voyez ici, par exemple, des neurones qui sont caractéristiques de la réponse à une main. Vous enlevez les doigts, vous voyez, ben, la réponse disparaît. Ou vous avez ce peigne ici, il y a bien les 5 triangles, mais ce n'est pas des doigts, et le neurone ne répond plus, il ne répond pas à un visage. Ici, vous avez le contraire, vous avez des neurones qui répondent au visage. Et vous voyez que le peintre, ici, Philippe de Champaigne, a utilisé ces neurones, évidemment, dans son cerveau. Les neurones qui sont propres au visage. Et regardez aussi qu'il reprend avec le crâne, le célèbre crâne, ici de cette vanité, évidemment, le profil que l'on retrouve ici, pour lequel on a des réponses neuronales. Et ici, même chose, c'est intérêt pour les mains. Pourquoi des intérêts pour les mains? Parce que nous avons des neurones qui nous permettent de répondre à ces mains. Donc on peut interpréter ce magnifique tableau de Philippe de Champaigne déjà au départ, je n'ai pas dit une interprétation globale de l'œuvre, mais une interprétation locale des composants du tableau, en se disant tout de suite que non seulement tout ça est passé par la rétine, mais c'est ensuite analysé au niveau de notre cerveau, et qu'il y a des neurones spécialisés qui correspondent à chacun des territoires de notre cerveau. Donc, analyse des formes, ici, mais aussi analyse de la couleur, et vous avez par exemple ici des neurones qui sont spécifiques de la couleur et qui vont répondre par exemple ici au rouge et pas au vert ou au bleu. Oui, donc vraiment une spécificité neuronale au niveau de notre cortex cérébral dans la contemplation de l'œuvre d'art, qui est ici évidemment un tableau de Mondrian, où la problématique est autre que celle de Philippe de Champaigne, et où ce sont évidemment des territoires colorés qui vont constituer l'essentiel de l'œuvre d'art. Et tout ça crée des émotions, bien entendu. Surtout quand vous voyez ce très beau tableau de la Madeleine de Philippe de Champaigne, qui est vraiment très émouvant, je sais pas, et aussi un visage qui exprime la douleur. Vous avez aussi vu ce cas dans le sacrifice de Paetus, que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, il y a des territoires de notre cerveau qui ne sont pas nécessairement au niveau du cortex. Là, c'est l'amygdale, des divers territoires qui interviennent, qui font partie de ce qu'on appelle le système limbique et qui correspondent à l'expression des émotions. Et lorsqu'ils sont actifs, nous percevons des émotions qui sont, vous voyez ici, de joie. Vous avez à gauche un cerveau, si j'ose dire, de manière un peu caricaturale, joyeux, et ici un cerveau triste. Donc, enfin, c'est vraiment une caricature, pardonnez-moi pour cette nomenclature, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Donc, il existe des activations cérébrales qui aussi témoignent de la perception des émotions, comme de la perception des formes que j'ai vu tout à l'heure, émotions qui sont évidemment associées à cette perception des formes que vous avez pu voir et à ce contingent épigénétique d'histoire religieuse que vous connaissez à propos de la Madeleine et de tous des témoignages que vous avez évidemment enregistrés de l'Évangile et de la relation de la Madeleine et du Christ, etc. Donc il y a tout cet aspect émotionnel qui évidemment va entrer en activité avec à la suite de cette reconnaissance des formes. Ici, vous avez un tableau de Dali et on va parler maintenant de l'espace conscient. Alors, je vais vous faire passer un test, si ça ne vous ennuie pas. Et vous allez lever la main. Est-ce que vous voyez un visage d'homme ou un visage de femme? Qu'est-ce que vous voyez? Un homme ou une femme?
Un homme, ceux qui est homme, combien? Oh, très peu. Et une femme? Ah, beaucoup plus. Ah, je suis très heureux parce que la femme a vraiment une empreinte importante dans les synapses des chercheurs italiens. Bon, eh bien, en fait, ce schéma n'est pas du tout pour démontrer ça, mais malheureusement, le tableau n'est peut-être pas très bien reproduit ici, mais c'est pour juste vous montrer que c'est une image ambiguë. Vous voyez, on voit ou bien un homme, et vous voyez l'œil et la moustache ici, et le nez, ou bien une femme dont vous voyez la tête ici, le corps et la main. Vous voyez? Donc c'est l'un ou l'autre, c'est pas l'un et l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a une transition discrète, discontinue, qui donne accès à la conscience que c'est un homme ou une femme. Alors l'idée est qu'il existe donc dans notre cerveau des structures neuronales qui nous permettent d'accéder à la conscience. Alors je viens de dire tout de suite que c'est un domaine qui est en pleine expansion maintenant, donc je suis loin de vous donner, vraiment je demande à être très prudent, je ne vous donne pas une théorie de la conscience en général, mais je vous propose une hypothèse qui est fondée sur l'idée que, comme vous avez un effet global, vous voyez, comme d'ailleurs quand vous êtes conscient, pas tout à fait encore endormi par mon exposé, mais bien éveillé, quand vous êtes éveillé, vous entendez, vous voyez et vous raisonnez dans votre tête à la fois. Vous dites, qu'est-ce qu'il me raconte, ce changeux? Je l'entends bien, est-ce que j'entends bien ce qu'il veut dire? Et en même temps, vous regardez les images. Donc il y a un aspect globalisant qui est évidemment très important. Et l'idée de créer une structure qui globalise, c'est ça le thème sur lequel Stanislas Dehaene et moi-même avons réfléchi pas mal d'années. L'idée, c'est qu'il y a des neurones qui permettent de globaliser et d'avoir un espace multimodal, c'est-à-dire où vous avez à la fois l'audition, la vision, le raisonnement, les émotions, bien sûr, à la fois. Et l'hypothèse que nous avons proposée, c'est qu'il existe donc des neurones ici qui interconnectent divers territoires du cerveau entre eux. Et ce n'est pas une découverte récente, puisque déjà Desjrine l'avait montré dès le début du XXe siècle. Et vous voyez ici, chez le singe, il existe déjà, mais beaucoup moins développé. Et ce territoire, ces connexions à longue distance, vont évidemment, et ça c'est très important, mobiliser le cortex frontal. Voyez, parce que c'est dans le cortex frontal que ces neurones à axones longs sont les plus abondants. D'où l'idée que cette partie du cerveau qui, elle, comme je l'ai dit tout à fait au début, se développe d'une manière fulgurante de l'homo habilis à l'homo sapiens, de singe à l'homme, va contribuer à cet espace conscient. Et effectivement, l'espace conscient du singe n'est pas celui de l'homme est beaucoup plus important. Et donc c'est une thèse sur cette possibilité donc de créer un espace conscient à partir de ces neurones à axones longs. Et vous voyez ici d'ailleurs un autre aspect très intéressant, c'est que ce cortex frontal est très directement connecté avec le système limbique. C'est-à-dire c'est non seulement un espace cognitif, mais aussi un espace important sur le plan émotionnel, des émotions. C'est cognition et émotion qui accèdent donc à cet espace de travail conscient selon cette hypothèse. Et évidemment, on s'est posé la question, et divers auteurs y sont attardés. C'est un travail qui est encore tout à fait préliminaire et en cours. Des auteurs comme Zeki, Sela Condé et d'autres ont essayé de donc trouver des bases neurales à l'efficacité esthétique, c'est-à-dire comparer des œuvres qu'ils considèrent comme ayant une qualité esthétique à d'autres qui n'en ont pas. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, vous voyez que pour beaucoup,
vous avez ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal, le cortex préfrontal latéral postfrontal, cortex singulaire antérieur excipital. Vous avez une mobilisation au moins d'un certain nombre de territoires que nous avons attribués à l'espace de travail neuronal conscient. Donc c'est tout à fait un début, mais l'idée est évidemment extrêmement intéressante parce que vous pouvez aussi avoir une pharmacologie de cet espace conscient. J'ai déjà mentionné le cas de l'anesthésie générale, le cas du sommeil et de la veille. Évidemment, la nuit, on n'est pas conscient. Lorsqu'on est éveillé, on est conscient. Et les perturbations de cet espace conscient par des drogues, comme la mescaline, et arriver à l'idée que ce qui va caractériser la perception de l'œuvre d'art, c'est justement un accès global à la fois des connaissances, des savoirs, de la reconnaissance des figures et des émotions, et constituer ce que j'ai appelé une sorte de synthèse paradoxale des formes, des figures, des couleurs, des mouvements, avec une évocation des mémoires et bien entendu des émotions, et caractériser ce que l'on pourrait appeler une harmonie improbable des émotions et de la raison qui se produit dans notre cerveau. Et je vais terminer très rapidement, en quelques minutes, par le dernier point. Bien entendu, vous êtes insatisfait par ce que j'ai dit. Je n'ai pas répondu à la définition de l'œuvre d'art. Eh bien, je vais introduire très rapidement, avec une petite dizaine de diapositives, ce que l'on peut appeler les règles de l'art. C'est qu'en fait, lorsque l'artiste crée, il ne crée pas au hasard. Bon, à part même divers artistes comme Soulages ou comme Jackson Pollock, qui utilisent le hasard parfois. En fait, ce n'est pas au hasard qu'il crée. Il crée suivant un certain nombre de règles qui limitent le nombre de productions cérébrales. Et j'aime beaucoup cette phrase de Braque: « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». Alors j'en ai parlé à Pierre Boulez, et lui m'a dit « J'aime l'émotion qui corrige la règle ». Donc chacun peut prendre la relation entre la règle et l'émotion, mais vous voyez qu'il y a quelque chose quand même, puisque aussi bien Braque que Boulez considèrent qu'il y a une relation entre règle et émotion. Alors, je vais très rapidement vous parler de quelques règles de l'art qui peuvent être interprétées évidemment comme une espèce de cadre neuronal acquis qui limite le nombre de représentations cérébrales dans un cerveau particulier. Alors la nouveauté, c'est la recherche de la surprise. Ici, c'est Jeff Koons, que vous pouvez aimer ou ne pas aimer, surtout quand c'est à Versailles, où ça pose évidemment un problème de contexte. Mais cette recherche de la nouveauté, évidemment, fait partie de l'histoire de l'art. Si vous regardez n'importe quel grand artiste, que ce soit Picasso, Titien ou Tiepolo, ils se sont tous renouvelés. Et donc il y a toujours un souci de nouveauté, donc de renouvellement. Et il y a des bases cérébrales pour ça. Vous voyez, ici un cerveau naïf auquel on présente une image nouvelle, et puis quand il l'a vu un peu, c'est comme dans le cas de Jeff Koons, une fois qu'on en a vu un peu, on est moins surpris. Et ben voilà, vous voyez que le cortex frontal s'éteint, etc., etc. Donc il existe des bases neurales de la surprise et de la nouveauté. Ici, c'est un autre aspect qui est très important dans l'œuvre d'art. Ce qui est caractéristique de cette très belle œuvre finale de cette Pietà de Titien, c'est cette extraordinaire composition que vous pouvez, à la fois de l'architecture et du corps du Christ et de la Vierge. Et ici, c'est un autre sujet, c'est Matisse et ce grand nu couché. Et évidemment, il y a ici une sorte d'équilibre, quand vous voyez ce tableau, entre les parties. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer les parties sans le tout et le tout sans les parties. Et ce que ce grand architecte italien Alberti de la Renaissance a proposé, c'est que ce qui caractérise l'œuvre d'art, c'est justement cette cohérence des parties avec le tout, de consensus partium. Et la composition, donc. Et vous voyez ici
que notre ami Matisse n'est pas arrivé du jour au lendemain dans la composition de cette œuvre. Vous voyez tous les essais et erreurs, toute cette évolution darwinienne qui a conduit de ce premier tableau. Et si je ne vous avais pas montré ce dernier tableau, vous diriez, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et pourtant, c'est un Matisse, et c'est le premier tableau qu'il a produit. Donc vous voyez que pour arriver au chef-d'œuvre, il ne naît pas de la cuisse de Jupiter. Et la chapelle Sixtine, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il a fallu des années, et ici ce sont des mois, de réflexion, d'essais et d'erreurs, pour arriver à cette harmonie que vous entendez aussi avec Jean-Sébastien Bach. Et il existe des dispositifs évidemment cérébraux pour nous qui interviennent dans la recherche de cette harmonie entre les compositions. Et là aussi, c'est un travail très important pour l'avenir que d'essayer de comprendre ces mécanismes qui interviennent dans ce que l'on appelle l'harmonie des parties avec le tout. Et il doit y avoir dans notre cerveau des systèmes de neurones qui y contribuent, et c'est une recherche à faire. Voilà, elle est en cours d'ailleurs pour la musique plus facilement que pour la peinture. Et il y a évidemment dans l'œuvre d'art la reconnaissance de l'autre comme soi-même. Dans ce tableau, encore une fois que j'évoque, de Titien, il y a évidemment l'imminence de la mort, pour Titien comme pour nous. Et la reconnaissance de la douleur, ici, que vous voyez chez ce très beau tableau de David. Et donc il y a la recherche d'une reconnaissance partagée. Et si on essaye de trouver les bases neurales de ce que l'on appelle l'empathie pour la souffrance, vous pouvez comparer les images cérébrales obtenues lorsque on compare la douleur perçue soi-même et la douleur que l'on sait que l'autre perçoit. Donc vous avez ici des images qui montrent qu'il y a des territoires communs dans la souffrance perçue soi-même et dans la souffrance que l'on perçoit chez l'autre. Il y a donc des circuits neuronaux de ce que l'on appelle l'empathie. L'autre comme soi-même, soi-même comme un autre, comme le disait Paul Ricoeur. Et bien entendu, conséquence de cela, l'artiste comme nous-mêmes, nous sentons responsables. Il y a évidemment l'exemple à donner, il y a faire partager sa vision du monde, et ici, pour Picasso, que vous avez tout de suite reconnu, c'est protester contre les souffrances infligées par la guerre. Et évidemment, un pouvoir d'évocation, une espèce de véhicule séculaire à travers l'art d'un message éthique. Et pour terminer, dernier cliché, je vous en montrerai un qui peut vous paraître surprenant, et qui malheureusement apparaît très mal, c'est celui du Bernin qui montre dans ce tableau un peu sanglant sa manière de voir les choses. Donc, je terminerai en disant que on peut avoir des hypothèses sur les bases neurales du plaisir esthétique, et cet accès à l'espace conscient d'activités neuronales qui réunissent nos fonctions cognitives préfrontales, nos fonctions émotionnelles liées au système limbique, mais c'est une vision évidemment extrêmement simplifiée, je dirais même caricaturale, mais qui au moins nous donne l'espoir d'accéder à une recherche sur ce qui caractérise, je dirais, l'œuvre d'art, qu'elle soit abstraite ou qu'elle ne le soit pas, qui est l'harmonie des émotions et de la raison. Je vous remercie beaucoup.